Président, eh bien, bon après-midi à tous. Je vais demander à Madame le greffier de passer à huis clos partiel pour quelques secondes. En effet, nous tenons à lire une décision orale et cela doit être fait. We are back in open. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Je vais demander maintenant à Monsieur l'huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire. Good afternoon, Mr. Witt. Bien, rebonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. We will now continue. Votre interrogatoire par le bureau du procureur va se poursuivre et je donne donc immédiatement la parole à Monsieur de Medjian. Thank you, Mr. President. Monsieur de Medjian, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le procureur. J'aimerais juste vous demander quelques clarifications sur des réponses que vous nous avez données tout à l'heure. La première porte sur la création du GPP le 23 mars 2003, donc cette création officielle. Vous nous avez dit ce matin que ça a été donné suite à un conclave entre les leaders de la galaxie patriotique. Vous les avez nommés Charles Blé Goudet, Eugène Juet, etc. Comment avez-vous entendu parler de cette conclave? Puisque à cette époque-là, on a confectionné des t-shirts avec le nom, la dénomination GPP, Groupement des Patriotes, le t-shirt avec t-shirt et short ensemble. Donc, on nous a informé, nos responsables alors nous a informé que c'était notre dénomination, puisque avant cela, on n'avait pas de nom en tant que tel. Parce que c'était dit qu'on devait aller aider les forces de défense et de sécurité et qu'ensuite, nous serions réinsérés dans l'armée régulière. Donc, ce n'était pas dit qu'on devait appartenir à un groupe déterminé et tout ça. Donc, par la suite, puisqu'il y a une première vague qui a été insérée et que nous autres, on devait attendre que la seconde vague soit organisée. En attendant, décidé de donner un nom à notre organisation. Donc, ça a été décidé d'un commun accord avec les personnes que j'ai ici citées. C'est l'information que nous on a eue lorsque nous avons reçu les t-shirts avec le logo GPP. Est-ce qu'on vous a informé où avait pris part cette réunion, sur cette conclave, vous dites? Non. Et savez-vous à l'époque, avec l'appui de qui est-ce que le GPP avait été créé? À l'époque, le GPP a été créé pour soutenir le régime qui était en place, pour le pouvoir FPI qui était en place, et faire face à la rébellion qui était née en septembre 2002. Donc, le GPP était soutenu par le pouvoir. Parce que nous sommes nés pour pouvoir soutenir le pouvoir, aider un appui militaire aux forces de défense et de sécurité.
parce qu'il y a eu un coup d'État et ceux qui étaient à l'origine de ce coup d'État faisaient partie des rangs de l'armée régulière. Donc, il y avait quand même des suspicions au niveau de l'armée, et quand même c'est une crise de confiance. Donc, il fallait des jeunes qui étaient vraiment ralliés à la cause du pouvoir, qui étaient prêts à vraiment donner leur vie s'il le fallait pour sauver les institutions de la République. Et c'est dans ce cadre-là que le JPP a été créé. Vous avez parlé d'insertion dans l'armée et vous avez parlé d'une première vague. Oui. Combien d'éléments avaient été insérés et est-ce que c'était un groupe connu sous un nom ou bien... La première vague, on a appelé Promotion Blé Goudé. C'est la première vague qui est partie. Donc ma question c'était, savez-vous combien d'éléments faisaient part de cette première vague? La première vague, c'était... Normalement, ça devait être... Normalement, c'était dit au départ que ça devait être 3000. Mais ils ont plus moins que ça. Normalement, on a dit que c'était 3000. Et les 3000, ça devait englober tous les membres du JPP. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, en fin de compte, est-ce que vous avez appris quel était le chiffre réel d'éléments ou de jeunes insérés dans l'armée? En fin de compte, je crois que c'était 1000 personnes, 1000 jeunes qui ont été pris au lieu de 3000. Ça veut dire qu'à cette époque, ils ont dit qu'il devait y avoir une deuxième vague, puis une troisième vague pour pouvoir faire tout le monde. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces éléments étaient appelés promotion Blé Goudé? Bon, puisque c'est des éléments qui étaient exceptionnels, des éléments du GPP, donc les patriotes, comme on dit, les patriotes. Donc, le nom promotion Charles Blé Goudé est venu du fait que bon, d'autres appelaient les enfants des Blé Goudé, puisque c'était lui qui était le chef de la galaxie patriotique, dont notre mouvement faisait partie. Donc, c'est le nom, en tout cas, c'est le nom. C'est sous cette appellation que cette promotion, en tout cas, a été nommée, en tout cas. Très bien. Je passe à un deuxième sujet dont vous nous aviez parlé ce matin. Vous nous aviez dit que Charles Grosguet recevait les fonds de la part de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous avez appris d'où obtenait ces fonds-là, M. Charles Blé Goudé? D'où est-ce qu'il les obtenait? Nous, l'information en tout cas qui circule en notre sein en tout cas, c'est que les fonds, il recevait les fonds de la présidence, c'est-à-dire du président, en tout cas des autorités politiques en tout cas, que ce soit les membres influents, les membres du gouvernement, en tout cas le pouvoir, puisque notre vocation était de faire front à la rébellion qui voulait s'emparer de leur pouvoir. Donc, il fallait justement quelqu'un de confiance pour recevoir ces fonds et gérer quelqu'un qui avait l'influence aussi sur la jeunesse. Donc, c'était en la personne de M. Charles Blé Goudé. Je passe à une autre clarification. Vous nous avez dit qu'à un moment donné, vous étiez commandant à Trècheville et qu'ensuite... Can I just interrupt because Je souhaite interrompre, dit le président, parce que je pensais bien que vous alliez poser cette question. Mais le témoin a dit... Comment est-ce qu'avez-vous appris d'où venaient les fonds?
Et là, je lis le transcript en anglais. L'information qui nous a été donnée est qu'il avait reçu des fonds de la présidence. Alors, voici ma question. Qui l'a annoncé à qui? Qui l'a annoncé à nous, nous étant qui? Quand je parle de nous, je parle des éléments du GPP. Comme je l'ai dit, souvent il y avait des rumeurs qui circulaient que des fonds étaient remis à nos responsables, que ces fonds-là étaient utilisés à des fins personnelles. Et donc, souvent, il fallait qu'ils nous expliquent ce qu'il en était vraiment. Donc, c'est dans ce cadre-là, cette information-là passait à vraiment, il fallait que le président a remis de l'argent, ou bien le ministre la Défense soit remis de l'argent pour nous, et que les responsables ont détourné cet argent. Souvent, ces gens de rumeurs-là, bon, ça circule et ça crée vraiment des tensions dans notre groupe. Donc, quand c'est comme ça, on se réfère à nos supérieurs pour vraiment avoir une explication, si c'est vraiment ces rumeurs sont fondées ou pas. Donc, dans ces cas-là, soit ils nous disent le président n'a pas donné d'argent, ou bien le ministre n'a pas donné d'argent à qui que ce soit pour nous remettre, ou bien soit on a reçu de l'argent, mais voilà la somme exacte et voilà comment ce sera administré. Donc, il nous expliquait. Quand je parle de il, je parle de nos responsables, ceux qui étaient selon l'époque responsables du GPP. Il nous expliquait. And who are they? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Vous pouvez le répéter? Touré Moussa Zegen et Jeff Ada. Il y a eu un moment aussi, c'était Grogui. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que selon l'époque, celui qui était le responsable. So you learned this. Donc, vous avez appris cela de la bouche de ces trois personnes. C'est votre source, n'est-ce pas? Okay, thank you. So, Merci, désolé de vous avoir interrompu. Monsieur le Major, c'est à vous. Et vous venez de mentionner le ministre de la Défense. Et donc, est-ce que cela dépendait encore de l'époque? Oui, je l'ai dit, puisque j'ai dit qu'on avait un interlocuteur à l'état-major, donc il dépend du ministère de la Défense. On avait un interlocuteur à l'état-major, donc l'état-major des armées, qui dépendait du ministère de la Défense. Donc, le ministre de la Défense est informé quand même de tout ce qui touche à la sécurité et à la défense nationale. Donc, il est informé de tout ce qui sort, tout ce que l'état-major met à notre disposition. Le ministre de la Défense est forcément informé. Et s'il y a lieu d'être, c'est une personne à qui on peut se référer, nos responsables peuvent se référer en cas de problème majeur. Juste avant la pause, vous nous aviez dit qu'en février 2009, il y avait cette rencontre avec le ministre de la Défense, Amani Nguessan. En 2003, est-ce que c'était encore lui, le ministre de la Défense, ou était quelqu'un d'autre? En 2003, je pense qu'après le remaniement ministériel, c'est le ministre Kadé Bertin qui a remplacé Lila Kwasi Moïse à la tête du ministère de la Défense. the full name. Le nom complet, s'il vous plaît. Il n'a pas été saisi. Le nom complet. Le ministre Kadé Bertin.
Maintenant, je reviens à ma question tout à l'heure. Vous étiez commandant à Trècheville et vous nous avez dit ce matin que vous êtes venu à Adjamé pour seconder Boiseau. Alors, je voudrais juste que vous nous précisiez à quel moment, quelle année, quel mois est-ce que vous avez rejoint Boiseau à Adjamé. Déjà, parce qu'en 2007, l'État de Côte d'Ivoire euh, par le canal de l'Agence de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, l'ADDR, et le programme de service civique national ont lancé la procédure de, de démobilisation des ex-combattants. Nous avons convenu avec les différents commandants, les différents responsables du GPP, de nous concerter, faire le point du nombre d'éléments que nous avons, l'effectif de nos éléments, mais nos listings à jour, puis en déposer d'abord une copie, parce qu'on devait en faire une copie, on devait remettre à ces deux structures qui sont l'ADDR et le PSCN. Ces listings-là se faisaient chez Boiseau, c'est ce qu'on avait convenu. Donc, après le profilage des ex-combattants, on devait encore faire un travail de synthèse. Et ça se faisait chez Boiseau parce que c'est celui qui on avait tout le matériel informatique nécessaire pour mener à bien ce travail-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu le problème des fonds, la cotisation des éléments qui a été détournée. Et donc là, ce moment-là, moi, j'ai pris le parti de Boiseau, puisque il fait partie de ceux qui n'ont pas apprécié le fait que ces fonds-là soient détournés à des fins propres. Donc, il y a eu la dissidence. C'est à partir de la fin 2008 que vraiment j'ai commencé à vraiment prendre les choses en main chez Boiseau, et qu'en 2009, vraiment, je me suis installé à la base nationale. Donc en 2007, lorsque vous faites vous avez parlé des listes pour faire le point, est-ce que vous avez réussi à apprendre combien d'éléments il y avait au total au sein des différents groupes du GPP? D'abord, qu'on a fait, lorsque nous avons fait la liste, nous, au départ, on s'était compris qu'on s'en tiendrait aux éléments, soit les anciens, qui avaient une raison ou pour une autre quitter les rangs, bon, quitter les rangs parce que, bon, quand même, qu'on avait perdu de vue, mais qui était là au début de la naissance du GPP. Et il y avait aussi les éléments aussi, comme j'ai expliqué, qu'à partir de 2005, il y a eu les différents commandements qui ont été créés dans les autres communes d'Adjamé et même aussi dans les villes de l'intérieur. Donc, ces éléments-là, c'est à ceux-là que nous, vraiment, s'entendaient à s'en tenir. Mais on a reçu des nouvelles instructions qui émanaient on dit des leaders de la Galaxie patriotique. Il avait dit que l'appellation GPP veut dire Groupement des Patriotes pour la Paix. Et que lorsqu'on parle de patriotes, il y a aussi les gens qui ont donné, ceux qui ont donné, comment on dit dans le jargon, leur poitrine, c'est-à-dire qui sont mortes, les personnes qui ont participé à des mots d'ordre, et soit qu'on perdit la vie, qu'on perdit dans des parents, dans ces genres de manifestations aussi, sont des patriotes, puisque lorsque
il y a des mots d'ordre de Chablé Goudé ou de- des membres de son organisation. Ces personnes-là répondaient à l'appel. Donc, tout cela devait être inséré au GPP. Donc, lorsqu'il y a eu le recensement, on a eu plus de 30 000 éléments. Mais 30 000 personnes se reconnaissant en tant que membre du GPP. Et donc ça, c'était en 2007. Oui. Alors, suite à ce processus le DDR, désarmement, démantèlement, réinsertion, qu'en était-il des éléments du GPP? Lorsqu'il y a eu l'annonce de la nouvelle opération, bien entendu, il y a des éléments de l'intérieur qui ont automatiquement rallié les différentes bases, soit temporairement, durant, pour juste le temps que durerait l'opération, et par la suite, qui sont restés, ils devaient rester à Abidjan parce qu'ils se disaient que cela allait se faire avec une certaine célérité, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ces éléments-là, par la suite, il y a d'autres qui sont restés dans différents cantonnements, que ce soit au Sable, ou qui ont rejoint la base de Vridi, qu'on appelait la base navale, la base de Vridi dans les locaux de l'hôtel Palm Beach. Il y a d'autres aussi qui étaient venus à Djamé, avec nous à la base nationale. Et il y a quand même une partie qui a pu bénéficier des formations professionnelles en vue de leur réinsertion, qui ont attendu d'avoir soit les financements nécessaires pour pouvoir monter les activités génératrices de revenus, mais ce qui n'a pas été le cas. La base de Vridi, est-ce que vous pouvez épeler le mot? Parce que je pense qu'il y a une erreur dans le... La base est Vridi. Oui, comment vous appelez Vridi? Vridi, c'est V-R-I-D-I. Donc, est-ce que le GPP, donc, à travers ce DDR, est-ce qu'il s'est désarmé? On dit officiellement, c'est le désarmement. Mais si officieusement aussi, on avait aussi les instructions aussi de ne désarmer que lorsque les rebelles auront désarmé. Parce que tant que la rébellion était d'actualité, nous aussi, on avait une raison aussi d'être armés. Mais pour des raisons politiques, on a déposé symboliquement quelques armes qui ont été déposées lors du DDR de façon symbolique. Différentes bases avaient un armement minimum pour se sécuriser en cas de force majeure. Ce désarmement symbolique a été opéré par qui? C'est l'autorité de désarmement et de mobilisation, la DDR, et ça a été fait à Kwedo, au nouveau camp à Kwedo. Vous avez parlé d'une instruction pour le désarmement. De qui venait cette instruction? Les instructions venaient des pouvoirs politiques. Que moi, précisément, lorsqu'on préparait cela, la réunion qu'on a eue, on s'est concerté avec différents commandements avant, comme je l'ai dit, pendant qu'on fait le listing. Et il a été posé la question des armes. Savoir, puisqu'on devait faire un désarmement, on devait désarmer toutes les bases ou bien comment est-ce que ça devait se passer. Et la réponse, moi, en tout cas, que les différents responsables, parce qu'il y avait Boiseau, il y avait Jeffada et d'autres commandements aussi. Donc,
on dit que les autorités demandent à ce que symboliquement on dépose l'arme. Mais on dit quand t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On est là à cause de la rébellion. Tant qu'il y a des rebelles qui n'ont pas désarmé, c'est pas nous qui allons désarmer. Mais puisque c'est le gouvernement qui représente l'état des droits, ils ne peuvent pas refuser de désarmer. Nous aussi, en tant que force nationale auprès des forces de défense et de sécurité, on ne peut pas dire qu'on ne désarme pas. Donc ce sera vraiment un peu embêtant pour le pouvoir. Donc on devait déposer quelques armes, mais avoir le minimum au cas où. Ces instructions-là, une personne en particulier n'a pas été nommée ayant donné ces instructions-là. Et c'est cela qu'on a fait. Parce que, hormis cela, on montait la garde. Les jours où les armes étaient gardées, mais la nuit, dans une base, la garde était montée avec les armes. Vous nous disiez que vos dirigeants du GPP vous ont dit que, je vais utiliser vos mots pour être clair, que les autorités demandent à ce que symboliquement on dépose les armes. Est-ce qu'ils vous ont dit de quelles autorités il s'agissait? Comme je l'ai dit, il dit qu'une personne en particulier n'a pas été nommée. Une personne en particulier n'a pas été nommée. Alors, si je vous comprends bien, vous avez continué à opérer à la base nationale en 2008-2009. Donc, en termes de son existence, le GPP a continué d'exister. J'ai bien compris cela? Oui. OK. Et vous nous avez parlé de cette marche du mois de septembre 2010, cette manifestation, si j'ai bien compris, du GPP. Donc, à ce moment-là, en septembre 2010, quels sont les effectifs du GPP en termes de nombre de personnes qui œuvrent au sein de l'organisation? En termes des normes au plan national, on avait un effectif de plus de 18 000 éléments au plan national. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, donc en septembre 2010, à quoi ressemble la structure du GPP? En septembre 2010, il y avait Boiseau, qui était le président, et il y avait aussi le statut de chef d'état-major général. Et je le secondais dans cette fonction, dont j'étais son adjoint. Et il y avait les commandants des zones d'Abidjan, différentes communes d'Abidjan, qui étaient là, et qui étaient divisés en deux grandes régions. Je peux dire région militaire, je peux dire la zone Abidjan Nord et Abidjan Sud. Donc, Abidjan Sud, qui regroupait les communes de Port-Boué, Massi, Makori et Trècheville. Et la zone d'Abidjan Nord, il y avait les communes de Plateau, Djamé, Tekoubé, d'Abobo, de Cocody et de Yopougon. C'était les deux zones. Et ces deux zones-là, la zone Abidjan Nord, il y avait le commandant Piekoura du camp d'instruction du Sable. Et le commandant de Koumassi, Boer, qui était le commandant Abidjan Sud. Pouvez-vous épeler les deux noms que vous nous avez donnés? Donc, vous avez parlé de, premièrement,
Commandant Piekoura, Piekura, oui. c'est P-I-E-K-O-U-R-A. Piekoura Martin. Là, c'est le commandant Tino. Il y avait le commandant Bourreux de la commune de Koumassi. Pouvez-vous appeler Bauer? C'est B-A-U-E-R. Mis à part ces deux commandants, est-ce que tout d'abord le GPP était strictement limité à Abidjan? Non, il y avait le commandement de l'intérieur. Il y avait le commandement de l'intérieur. J'ai vu de l'intérieur, il y avait des commandements du pays. Comme il a dit, il y avait Boiseau, il y avait moi, il y avait l'état-major, il y avait le capitaine Mémoire qui était là. Il y avait sur les commandants aussi qui fait de l'état-major, comme Chang était le commandant d'Abobo, qui fait partie de l'état-major aussi. Et il y avait les commandants des deux grandes zones, Abidjan Nord, Abidjan Sud, les commandants des communes et les commandants des villes de l'intérieur. Et ces différents commandants, ils étaient basés où? Il y a certaines communes qui avaient des cantonnements, d'autres pas. Il y avait des communes où les éléments se rassemblaient dans des endroits qu'ils décidaient, soit dans des lieux publics, soit aussi trouver un lieu un peu discret où s'y retrouvaient. Mais ils n'avaient pas forcément des cantonnements, mais ils étaient toujours en contact. Parce que bon, lorsque on était sollicité par certains services de renseignement pour avoir des informations sur des faits dans certaines zones ou bien pour mener aider à des investigations dans certaines zones, c'est à ces commandements-là, c'est à l'intérieur, c'est au commandement de la ville en question ou de la commune en question qu'on se référait d'abord afin d'avoir de plus amples informations. Alors, vous nous avez parlé de Abidjan Nord, Abidjan Sud et le commandement de l'intérieur. Si on regarde dans la structure du GPP en dessous de ces commandements-là, qu'est-ce qu'on voit? En dessous de ces commandements-là, ce sont les éléments, puisque chaque commandement, il y a un commandant, un commandement peut regrouper plusieurs unités. Hein, la structure générale. Et chaque commandement était organisé selon aussi l'effectif qu'ils avaient aussi. Alors, vous nous avez dit que certains des commandements avaient des cantonnements et d'autres n'en avaient pas. Lesquels avaient un cantonnement? Il y avait Port-Boué, il y avait Bougon, Yamé, Bobo, commandement de Tonto. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de cantonnement à l'intérieur, puisque à l'intérieur, c'est facile quand même d'avoir accès quand même à des zones forestières où les éléments sous, s'ils avaient besoin de faire des exercices ou bien soit de se rencontrer, ils pouvaient décider d'un lieu où se rencontrer, mais il n'y avait pas de cantonnement officiel comme à Abidjan. Et en termes des effectifs, vous nous avez donné le chiffre de 18 000. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre approximatif de combien de ces 18 000 étaient à Abidjan et combien étaient à l'intérieur du pays? Abidjan, je veux dire qu'Abidjan, il y avait quand même près de la moitié, il y avait quand même au
au moins 8 000 Abidjan, 8 000 éléments, 8 à 9 000 éléments sur Abidjan. La grande majorité, en tout cas, des éléments étaient sur Abidjan. Lors de votre entrevue avec les enquêteurs, vous aviez préparé un croquis du GPP. Si on pourrait le mettre à l'écran, c'est le CIV OTP 0060 0012. Mr. Shea? Le président, Maître Shea, nous ne savons pas dans quelles conditions ceci a été élaboré. Est-ce qu'il s'agissait d'un entretien avec l'accusation? En fait, c'est tout ce que l'on sait. Il me semble que si on doit présenter un organigramme, il faudrait tout d'abord demander aux témoins de le parcourir et une fois que ceci a été décrit, il pourra montrer le document au témoin, car autrement, il prend un document qui a été élaboré en dehors de la salle d'audience et il le montre au témoin afin de lui demander de le confirmer. Monsieur Demirjian, avant de montrer l'organigramme au témoin, je vais lui poser toute une série de questions et je vous dis ça afin d'information. Tous les titres, toutes les sections ont déjà été abordées et en fait ce document n'est rien d'autre qu'un résumé pour aider la Chambre. Le président, d'accord, allez-y dans ce cas. La greffière d'audience, voulez-vous que l'on publie la version expurgée du document et pouvez-vous également confirmer quel est le niveau de confidentialité de ce document, s'il vous plaît? Monsieur Demirjian, c'est un document public. The document is displayed on the Evidence One channel. Greffière d'audience, vous trouverez le document sur le canal Evidence 1. Un croquis à l'écran. Oui, Est-ce que vous reconnaissez ce croquis? oui, je le reconnais. Qui a préparé ce croquis? C'est moi. Et est-ce bien votre signature en bas de la page? Oui, oui. Et si on regarde cet organigramme, est-ce que ce sont les commandements dont vous parliez il y a un instant? Oui, oui. Très bien. That is all I have for this document, Your Honors. Monsieur Demirjian, je n'ai pas d'autres questions à propos de ce document. On peut l'enlever de l'écran. Merci. Monsieur le témoin, maintenant, au sein du GPP, est-ce qu'il y avait des unités spéciales? Oui, oui. Il y avait des unités spéciales, un GPP. Au sein du GPP, il y avait plusieurs unités d'abord. Au sein du GPP, il y avait plusieurs unités, puisqu'il y avait, on dit, il y avait le FLP, Force de libération de la patrie. Il y avait le GCLCI, le groupement des commandos pour la libération de la Côte d'Ivoire. Les FAT, Force antiterroriste. Le premier RPC, le premier régiment de paracommando. Et il y avait aussi le premier BCL, l'unité à laquelle j'appartenais. C'est le premier bâton des commandos légionnaires qui regroupait les éléments qui étaient à Zito et qui étaient par la suite dans les écoles de guerre, qui sont l'école de gendarmerie et l'école de police. Si je débute avec ce
cette dernière unité, le premier BCL, quand a-t-il été créé et pour combien de temps a-t-il existé? Le premier BCL a été créé par Jeff Ada. Il a créé le cantonnement de Marie-Thérèse. Mais je peux dire, c'est la première unité qui s'est démarquée dans le GPP. Et après le premier BCL, il y a eu d'autres unités qui ont été créées. Sinon, la première compagnie, de tout le début, c'était la première compagnie, c'était la compagnie Éléphant, qui était à Djamé. Voilà, et puis il y avait l'unité. La première unité à laquelle on appartenait, c'était l'unité Abeille, qui était créée par Zabayou. Par la suite, au fur et à mesure, avec le nombre qui croissait, et de nouvelles unités qui ont été créées. En 2010, donc en septembre 2010, est-ce que cette unité existait toujours, le premier BCL? Cette unité existait, mais comme il a dit, il y a certains avaient décidé de se reconnaître en Boiseau et d'autres étaient toujours restés fidèles à Zegen et à Jeff. Mais parce que l'unité existait, parce que la plupart des éléments même du PCL étaient à Vredi. Vous nous avez dit que le BCL s'était démarqué du GPP. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous voulez dire par cela? Comme les éléments qui ont mené l'opération pour déloger les occupants des restituts, l'ONG Marie-Thérèse Fouboigny, c'était les éléments du premier BCL. Donc lorsque le cantonnement, le ralliement, l'appel au ralliement sur le cantonnement d'Adjamé a été lancé aux autres éléments du GPP, et les différents commandants d'escadron, c'était le commandant qui était le commandant du BCL. Comme a dit Marie-Thérèse, le commandant du camp, c'était le général Jeff Ada. Vous avez expliqué qu'au sein du GPP, vous aviez aussi, lors des formations, parlé de discipline, etc. Est-ce qu'il y avait un code interne au GPP? Un terme, vous pouvez préciser. Un code propre au GPP? Comment se reconnaître, par exemple, ou bien... Pardon. Vous parlez de discipline, je veux dire un Donc certain code de discipline. Pour s'identifier. Oui, pour s'identifier, comme je dis, au sein du BCL, nous, on avait des chapelets qui fluorescents, c'est-à-dire que des gens des chapelets qui absorbent la lumière, qui sont visibles dans le noir, qui scintillent dans le noir. Les gens des chapelets là, comme nous, on avait au cou. Et on avait aussi notre manière de se présenter aussi on se présentait quand même sur le même modèle militaire, avec le garde à vous. On avait aussi notre code aussi dans le codage, dans le langage de transmission, lequel aussi on se présentait. Et en termes de loyauté envers le GPP, est-ce qu'il y avait un certain code pour les éléments? Oui. On était tenu au secret sur les missions auxquelles on participait. C'est que dans le cadre entre les éléments, et si il était signifié que certaines missions ne devaient pas être connues des autres éléments de l'unité à laquelle on appartenait, on s'y tenait. Et ça comptait souvent à pouvoir
le fautif pouvait en tout cas avoir de graves conséquences. Can I use this moment? Le président, j'aimerais profiter de cet instant pour poser une question à propos de l'organigramme qui a été dessiné par le témoin et qui nous a été affiché il y a quelques instants. Si vous souhaitez, on peut le faire afficher de nouveau. Mais est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que vous êtes vous-même situé dans cet organigramme? Quelle est votre place dans ce schéma? Monsieur de Mergian, voulez-vous que je redonne le RN afin d'afficher le document? Le président, je pense que la greffière d'audience là. Now you see it again. Le président. Vous voyez, le schéma est de nouveau affiché. Quelle est votre place? C'est le témoin. There is not enough. Le président, ce n'est pas suffisant de nous dire cela comme ça. Il faut pouvoir nous l'indiquer précisément. So you're just below of the president. Le président, vous êtes juste en dessous du président, c'est bien cela? Le président. Le président, merci. Maître Shea, j'aurais voulu savoir à quelle époque cela correspond? Oui. L'état-major a été défini tel que suit dans la période et à partir de mars 2009, après que ce soit reconnu officiellement que c'est Boiseau qui est le président du GPP, c'est lui qui a fait son état-major, désigné les différents commandants des zones et on a signifié aux commandants des autres unités. Comme il a dit, Boiseau était président, mais il était aussi, on va dire, chef d'état-major. Mais cette fonction, c'est moi qui l'exerçait parce qu'il était plus, avant la crise, il était plus chargé des affaires administratives du GPP. Ce qui était militaire, c'est moi qui m'en occupais. Il n'y a que pendant la crise que, lorsque vraiment on était vraiment débordé, puis il a endossé sa fonction de général aussi, puisqu'il était général, il avait le grade de général au sein du GPP. So you held this position? Le président, donc vous avez occupé ce poste de mars 2009 jusqu'à quand, pardon? Pouvez-vous répéter? Jusqu'à la fin de la crise. Okay, thank you. Le président, je vous remercie. Juste avant l'intervention du président, je vous parlais de ce code de discipline interne et vous nous disiez si je vais utiliser vos mots pour ne pas paraphraser, c'est-à-dire que si on s'y tenait pas, on pouvait subir de graves conséquences. Alors, expliquez-nous un petit peu comment fonctionnait ce code et de quelles conséquences vous parlez. S'il vous plaît. Your Honor, I think the witness would like to have a suspension for
Le conseil, je demanderai une petite pause pour que le témoin puisse consulter son conseil, justement. How long? Le président, nous allons faire une petite pause. Combien de temps faut-il? Le conseil, il me semble que 10 minutes suffirait. C'est le conseil, Maître Wagamaker. The audio recording. Monsieur MacDonald, j'aimerais en profiter pour revenir à la décision orale que vous aviez lue en début de séance. On peut peut-être profiter de ces 10 minutes. Si le témoin veut quitter la salle d'audience avec son conseil, nous pourrions aborder ce sujet. Le président, oui, en effet. Dans ce cas, nous allons... Monsieur MacDonald, on pourrait passer à huis clos partiel. Le président, en effet, nous allons suspendre l'interrogatoire du témoin pendant 10 minutes jusqu'à 4 heures moins le quart, et je demanderai au témoin et à son conseil de sortir de la salle d'audience, et puis je donnerai la parole à huis clos partiel au bureau du procureur. Mr. Le président, monsieur le témoin, eh bien, voici à nouveau dans le prétoire. Il nous reste 15 minutes jusqu'à la fin de la journée et je redonne la parole à celui du procureur. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à la question? Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Non, j'ai bien saisi la question. Vous faites... Vous parlez du code d'honneur. Comment dire, c'était soumission, exécution avant réclamation, la trahison engendre le sang. Et pouvez-vous expliquer à la Chambre comme... The interpreter didn't catch. L'interprète n'a pas saisi la totalité de la réponse. Soumission, exécution avant réclamation, la trahison engendre le sang. Alors, commençons par exécution. Pouvez-vous nous expliquer... soumission. Pouvez-vous nous expliquer en pratique qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie qu'en tout temps, en toutes circonstances, l'élément doit être soumis à son supérieur hiérarchique direct, doit être soumis, quelle que soit la circonstance. Et exécution avant réclamation, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que quel que soit l'ordre donné, on n'avait pas le droit d'opposer une quelconque réclamation tant qu'on n'avait pas exécuté l'ordre. Parce que dans le règlement militaire, il a dit exécution avant réclamation, sauf à un ordre jugé illégal. Mais au GPP, il n'y a pas la deuxième phrase n'existe pas, c'est exécution avec réclamation tout court. Ça signifie que celui qui a donné l'ordre est conscient de ce que ça implique, que ce soit comme conséquence. Et donc, c'est en toute connaissance de cause qu'il vous a donné l'ordre.
avant de poser une quelconque question, quelconque réclamation, il fallait d'abord exécuter. C'est-à-dire, si vous étiez en face, on vous demandait de tirer sur quelqu'un que vous vous rendiez compte que c'était un ami, peut-être si on vous a demandé peut-être de le tuer, puisque c'est votre ami, vous allez tirer dans son pied. Mais vous n'allez pas dire, non, je refuse parce que c'est mon ami. Parce que dans ce cas-là, le sort de cet ami-là, vous pourrez le connaître aussi. Voilà pourquoi je dis aussi la trahison engendre le sang. Parce que ce serait considéré comme une trahison. Et aller aussi sur une mission aussi qu'on a désignée aussi comme étant secret et que vous la divulguez, si l'information selon laquelle vous avez trahi ce secret-là revenait aux oreilles des autres membres du GPP, la décision sera prise de s'en prendre en vous. Ce code d'honneur, qui le connaissait au sein du GPP? Tous les éléments le connaissaient puisque ça faisait partie intégrante de la formation. Lorsqu'on formait les éléments, on leur inculquait ce code-là aussi. Vous avez dit avoir participé à des opérations comme supplétif aux unités du FDS. Est-ce que le FDS connaissait votre code d'honneur? C'était, comment on dit, c'était une cuisine interne. C'était quelque chose d'interne à nous, qui était propre à nous. Mais je pense qu'il y a eu certaines missions auxquelles on a participé qui étaient quand même ou dans lesquelles on était désignés sur la base du respect de ce code-là. Vous nous avez expliqué que la trahison engendre le sang. De manière pratique, comment cela s'est appliqué? De manière pratique, il y a certains éléments, qui soit pour le fait d'avoir refusé d'exécuter un certain ordre, ou soit était accusé d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire soit qu'il y avait des parents dans la zone sous contrôle non gouvernemental, et qu'ils se soient rendus pour une quelconque raison et qu'ils n'avaient pas pu justifier plausiblement ce déplacement-là, et qui, par exemple, étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi, et des cas où officiellement un accident est arrivé. C'est-à-dire il y a eu un élément au centre d'instruction, à Yopougonsa par exemple, qui on s'est vu, on était ensemble. C'est vrai qu'il était un peu souffrant, mais il y avait une enquête interne qui le concernant, selon quoi il avait reçu de l'argent des rebelles, parce qu'il avait son binôme, c'était lui qui avait rejoint la rébellion. Et celui-là, c'était un capitaine au sein du GPP. Et le lendemain, lorsque moi j'étais à la maison, il y a l'adjudant du camp qui m'a appelé, qui me dit que à ce dernier-là, il était arrivé un accident. C'est-à-dire, lorsque moi je me suis renseigné auprès de ceux qui étaient avec lui au même étage, qui résidaient au même étage que lui, ils ont dit qu'étant malade, il avait voulu aller uriner et qu'il avait préféré rester au balcon pour uriner directement dans la broussaille qui est juste derrière, dans la cour arrière. Cette broussaille-là n'était pas utilisée et qu'il aurait glissé. Or, la veille déjà,
on discutait en nous sur la décision à prendre envers lui. S'il fallait l'assassiner, ou il fallait lui accorder le bénéfice du doute. Donc, on n'avait pas encore tranché dessus. D'autres étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. On n'avait pas tranché là-dessus. On a dit non, que c'était vraiment l'un des premiers éléments. Que, hormis cette faute-là, il n'y avait pas sujet à vraiment le soupçonner de quoi que ce soit. À ma grande surprise, le lendemain, on me dit qu'il a eu un accident, il a quitté. Et à l'étage là-bas, il est tombé, il est mort. C'est pour juste vous donner un exemple. Et là, vous nous avez parlé du fait qu'il y avait une discussion par rapport à décider sur son Ils sort. en sortent. Qui au sein du GPP prend cette décision? Cet incident dont je parle, Your Honor, if I may. Maître Knopp, s'il vous plaît. Maître Wagenecker, s'il vous plaît. Le président, oui, vous avez la parole. Question. L'accusation voudrait savoir comment ce code était exécuté. Il est vrai que mon client était un officiel de haut rang au sein du GPP et j'aimerais donc que vous lui octroyiez des garanties avant qu'il ne réponde à cette question. Le président, eh bien, nous allons passer à huis clos partiel pour la réponse. Maître Wagenecker, oui, s'il vous plaît. Le président, alors allons-y. Demain à 9h30. Monsieur le témoin, nous vous reverrons demain à 9h30 et nous reverrons tout le monde d'ailleurs à 9h30. Bonne soirée.